je commence le temps que tout le monde arrive par vous parler un petit peu de Caravanier. C'est potentiellement pas la première conférence à laquelle vous assistez parce que ça fait quand même un petit moment qu'on en fait. Donc, je vais être relativement brève. Euh, Trois petites choses qui viennent de s'afficher en bas de votre écran. Planétaire, 1% pour la planète et Leave No Trace. Je vous en parle dans quelques secondes. Caravanier existe depuis 1998. Ici, vous avez donc une photo de Richard puis une photo de Suzanne en 1998. Ils sont toujours aux manettes de Caravanier. Le chien a changé, mais il y a toujours des chiens chez Caravanier aussi. Donc, en bientôt 25 ans, on a développé de beaux voyages, puis surtout, on a développé une envie de faire les choses bien, donc de faire de beaux voyages qui sont intéressants, qui seraient un peu comme si c'était notre seul voyage qu'on allait faire dans toute notre vie. Ben, on essaie de mettre dans chacun des voyages la même qualité, puis la même passion. Et faire bien des voyages, c'est aussi les faire en toute conscience, donc en faisant attention à l'environnement et aux impacts sociaux. Pour l'environnement, il faut savoir que 1% de notre chiffre d'affaires, donc 1% de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup par rapport au profit. 1% du chiffre d'affaires est remis à des actions environnementales, donc ça nous permet d'être membre de 1% pour la planète. L'émission de gaz à effet de serre, notamment due à l'aérien, est compensée. Et on a des projets comme, bon, ici on parle de l'école, mais aussi on a eu des projets de reconstruction suite au tremblement de terre, des projets de nettoyage. Et on a un souci, toujours pareil dans notre éthique, un souci de bien traiter les membres de notre équipe, notamment les porteurs, les cuisiniers, les guides à l'étranger, leur donner des conditions de travail dignes et puis d'avoir un impact positif sur les communautés qu'on traverse. Ici, vous avez une photo qui a été prise en 2018 pour fêter nos 20 ans au Maroc. Une grande partie de l'équipe du bureau dans cette photo-là, mais aussi deux Népalais, un Équatorien, un Péruvien, un Grec, un Tanzanien. Il y avait sûrement des Marocains de notre équipe qui devaient être juste autour parce qu'on avait fait donc une grande rencontre avec une centaine de nos voyageurs, une grande méharée dans le désert. L'idée derrière cette photo, pour qu'on l'a mis ce soir, c'est parce qu'on veut vraiment expliquer qu'on est une petite équipe, on connaît chaque membre de notre équipe, de nos équipes sur place, on les connaît personnellement, on connaît chacun de nos guides, chacun de nos cuisiniers, ça change tout, on a des liens forts avec eux, ça nous permet d'avoir, de faire potentiellement les plus beaux voyages, si je peux me permettre de le dire. Et puis, comme ce soir, on va parler d'un voyage qui est un peu spécial, qui va être donné pour la première fois. Je vous fais un tout petit historique rapidement sur la navigation à la voile chez Caravanier. Depuis plusieurs années, on a une de nos guides, Emmanuelle, qui vit à bord d'un voilier. Donc, elle a guidé beaucoup pour Caravanier avant. Puis, avec son chum, ils ont un voilier magnifique. Donc, ils ont accueilli nos groupes d'abord en Patagonie. Puis, ils avaient prévu en 2020 d'aller au Groenland, sauf que la pandémie oblige. Finalement, ils sont restés à Terre-Neuve et ils ont accueilli nos groupes à Terre-Neuve. Là, on prépare, mais je ne vous en dis pas plus ce soir parce que ça va être... on y travaille, donc ça reste encore un petit peu secret. On prépare d'autres voyages avec elle, sachant qu'elle aime beaucoup les terres polaires, mais que ce ne sera pas à la Norvège, parce que la Norvège, c'est pour cet été. Donc, avec Manu, on retourne dans les terres polaires à la voile l'année prochaine et on vous en dira plus à l'automne. Euh, En 2020, on a aussi contacté l'équipe de l'Ecomaris et avec eux, on propose depuis 2020 un voyage à bord de leur beau grand bateau, donc un magnifique voilier traditionnel. Alors, pas du tout le même genre de voilier que celui dont on vous parle ce soir ou que celui de Manu, mais vraiment un voilier traditionnel. Tout est manuel, donc il faut tout faire à la main. Il y a 12 places sur ce voilier-là. Cet été, il sera sur la Basse-Côte Nord et il n'y a qu'un seul groupe et il ne reste plus que 4 places parce qu'il y a 12 places dans le bateau. Et là, il ne reste plus que 4. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, donc, le voilier dans les Lofoten. Et ça, c'est François-Xavier qui va vous en parler dès maintenant, si je n'ai rien oublié pour la première partie de la présentation. Non, je pense que c'est cool. Tu Arrête de permets que partage. ouais, je vais partager mon diapo. Donc, allô tout le monde.
Donnez-moi une seconde de me connecter. Il y a beaucoup de pitons un peu partout. Parfait. Donc, les îles de Lofoten. Donc, mettre un peu en contexte. Donc, moi, j'ai intégré l'équipe de Caravanier pendant la pandémie, mais j'ai un passé d'agence de voyage un peu similaire, trekking, aventure dans montagne. Et c'est une expertise donc, que j'avais avant, depuis peut-être une dizaine d'années. Maintenant, cette expertise-là était très axée sur la randonnée. Et puis là, pour le mettre à l'esprit, à la culture caravanier, on a intégré la voile et je pense que c'est un super bel apport qu'on apporte ici dans une offre originale parce que cet archipel-là, je vais vous situer bientôt, eh bien, elle est tout à fait intéressante à marcher, à voir d'en haut, mais elle est aussi très intéressante à voir de la perspective de la mer. Et puis ça, sans voilier ou sans bateau, c'est impossible de pouvoir avoir ce regard-là. Donc, cette combinaison vraiment hybride terre-mer, ou surf and turf, si on peut dire, eh bien, c'est, à mon avis, la meilleure façon de découvrir l'archipel. Maintenant, donc, si on se géolocalise un peu ici, alors, on voit que, je ne sais pas si vous êtes assez bon en géographie là, pour comprendre on est où dans le monde, mais on est dans le nord de l'Europe, donc principalement dans les pays scandinaves. Vous voyez l'Islande à gauche et l'archipel des Lofoten. Donc, l'Islande, on sait que le nord de l'Islande touche au cercle polaire arctique, donc au parallèle 66. Et donc, nous, on est au parallèle 68, donc la latitude 68 nord. Donc, c'est au nord de la Norvège, dans un archipel qui est vraiment un amalgame de fjords et de petits îlots. Donc, c'est tout et de montagnes, une chaîne qui va culminer à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et c'est vraiment l'intérêt de cet endroit en particulier. Donc, nous, on a décidé de vous faire partager la Norvège, mais que sous le regard de cet archipel. Maintenant, le pays est immense, il y a plein de possibilités, mais on s'est posé sur cet endroit. On peut peut-être, en regardant cette carte, se poser la question aussi de la température, parce que ce qui dit nordicité dit froid. Eh bien, une autre particularité, là, peut-être qu'il faudrait zoomer out là, pour mieux le comprendre, mais le nord de l'Europe est réchauffé d'une certaine manière par le courant du Gulf Stream, donc, ou le Gulf Stream tout court, courant qui provient à peu près du Mexique, du Golfe du Mexique et qui se jette vers le nord, ce qui fait en sorte que ça donne des températures vraiment clémentes pour la période estivale, période qui s'étale entre juin et à peu près la mi-septembre, je vous dirais de manière confortable. Donc, on peut s'attendre à des températures similaires si vous avez cette référence à nos maritimes, à nous, pendant l'été. Donc, des journées à 20, 22, voire même plus degrés Celsius. Des fois, c'est même très confortable. Évidemment, un climat qui est plus, comment dire, imprévisible parce que c'est clairement un climat maritime. Donc, la pluie, les masses nuageuses, le soleil, tout ça peut se mélanger à l'échelle d'une journée, voire plusieurs fois dans une journée. Donc, vraiment, si vous voulez une destination soleil, c'est peut-être pas la destination optimale, mais savoir qu'en termes de température, c'est pas mal modéré. Donc, voilà. Le scénario aérien, petit détail ici, plus ou moins intéressant, mais quand même, bon. On se rend donc à Oslo d'abord. Les vols, on ne sait pas encore, mais nous, on va prendre un vol qui va nous mener tout au nord, dans une ville qui s'appelle Bodø, qui est située juste en face de l'île. Et ensuite de ça, on va traverser en traversier pour vraiment faire notre immersion terre-mer à partir de l'archipel. Donc, si on met ça un peu en image, je pense que cette photo-là, elle n'est pas de nous, mais elle exprime très bien ce que j'ai dit. Donc, des petites communautés, il y a un amalgame de petites communautés, villages dans cet archipel-là, mais c'est un archipel très, j'aime ça dire ça, là, très incisive. Hein? C'est vraiment des dents qui ressortent de la mer. C'est plein de baies, de fjords, de méandres de bras de mer, finalement, dans lequel ressort toute cette verticalité-là. C'est vraiment la particularité. Et à ma connaissance de la planète,
à une telle ampleur, là, c'est-à-dire au-delà de 1000 mètres, comme ça, de dénivelé qui sort du niveau de la mer, c'est assez unique, vraiment. Et en plus, on a toute cette culture scandinave à travers les villages. Donc, une culture scandinave qui est particulière sur cet archipel-là, puisque c'est vraiment beaucoup orienté avec la pêche, beaucoup orienté, évidemment aussi, avec un certain tourisme actif, comme nous, on va le faire. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, ce ne sont pas des populations, là, c'est des villages vivants, c'est des villages, tout ça, mais qui ont, de manière intelligente, là, reviré un peu leur économie unique en essayant de valoriser le tourisme, du moins pendant la période estivale. Donc, voilà un peu l'ambiance dans laquelle on va être pendant la portion terrestre de ce séjour dans l'île Lofoten. Ça va, Julie, la connexion et tout? Tu m'envoies un flag hein, si on ne m'entend plus et que je parle dans le vide pendant des minutes. Donc, voilà. Donc, c'est le regard qu'on veut donner par rapport à ça. Donc, ici, je mets plusieurs petites photos un peu des villages, là, mais ça sera la plupart de nos villes-étapes qu'on fera dans la portion terrestre. Moi, je trouvais ça super beau, donc j'en ai mis plein. Ceux qui ont déjà été à Terre-Neuve, peut-être du côté d'Avalon, donc la portion est de l'archipel de Terre-Neuve, on peut avoir certains repères, évidemment, très maritimes. Donc, c'est vraiment, je trouve, cette ambiance-là, mais avec toute la culture scandinave qui, elle, déteint complètement avec celle de Terre-Neuve. Plusieurs treks, donc vous comprendrez bien que dans moi, je parle principalement, là, ma portion, moi, c'est plus la portion rando à pied là, de ce voyage-là. Vous comprendrez bien que c'est avec un tel dénivelé ou avec un tel relief, il faut s'attendre à du dénivelé, justement. Ça va être la particularité des randos. Donc, certaines randos très classiques, d'autres plus originales. Donc, on essaie de vous partager là-bas, entre autres Munkan. Donc, le massif de Munkan, donc, qui peut être, je ne veux pas dire le plus haut, mais presque le plus haut. On est autour de 960 mètres d'altitude. On se souvient qu'on part presque du niveau de la mer. Donc, ça fait en sorte que c'est des randonnées qui sont très aériennes, qui offrent des points de vue très ouverts quand la météo est là, évidemment, mais qui, dans certaines circonstances, peuvent donner une certaine verticalité. Je ne veux pas dire vertige, parce que ce n'est pas vraiment quelque chose qui était... que j'ai pu vivre avec les voyageurs là-bas, mais c'est très aérien. OK? Donc, des espaces ouverts, des appels au vide, etc., même si le sentier, lui, si on le suit, il est tout à fait sécuritaire. Donc, c'est la particularité, mais c'est ce qui en fait aussi l'immense beauté, je trouve. Donc, je trouve que ces deux photos-là représentent bien cet esprit-là des randos. Bon, il y en a certains qui poussent un peu la limite de la verticalité. Okay? On s'entend que ce n'est pas le sentier officiel. Bref, voilà. Donc, ça, c'est plutôt safe comme ambiance. Donc, celle-ci me fait penser que oui, il y a beaucoup de sections de sentiers qui sont soit peu déterminées ou à peu près pas, finalement. Donc, on fait un peu d'hors-sentier dans les Lofoten aussi, ce qui donne vraiment un bel esprit de liberté. Qui nous donne aussi le moment de créativité. Là, si ça nous tente de faire une variante, de couper par un ridge ou une crête qui nous mène dans un autre endroit, tant qu'on fait des boucles, finalement, c'est tout à fait possible, étant donné que la structure même du voyage fait en sorte qu'on est 100% autonome. Eh bien, selon la météo, selon la forme physique ou la forme globale du groupe, on peut se permettre de... Attendez. Ah oui, Julie, Julie, tu galères un peu avec ta Wi-Fi. Donc, ça nous permet justement de créer, de s'adapter à toutes ces conditions-là. Et pour nous, c'est ce qui en fait aussi une beauté de ce voyage-là, c'est de pouvoir s'adapter au monde, de pouvoir justement laisser le territoire venir à nous ou l'inverse, si vous voulez. Cette photo me rappelle aussi que, vous voyez, tout le monde utilise les chaînes. Donc oui, quand tu regardes... c'est pas, on ne fait pas d'escalade là-bas, on ne fait pas de scrambling, qu'on appelle, c'est-à-dire utiliser les mains pour marcher, mais ça reste que, étant donné ce relief-là,
c'est des fois un peu accentué, c'est des fois escarpé. Fait qu'il y a des infrastructures sur place qui permettent de sécuriser ça, là. Donc, voilà. Donc, si vous êtes des gens qui... il y a des bons dénivelés sur l'île. Donc, pensez à ça. Sur notre site, je pense qu'on situe un peu, ou posez-nous la question par écrit au besoin. C'est sécurisé pour l'aspect un peu aérien, vertigineux, mais ça reste que certaines randonnées sont dans ce contexte-là. Donc, on met des photos pour en témoigner. Ici, je reviens avec cet esprit que quand on monte, on redescend, puis souvent on descend, on décide d'aller vers une vallée plus qu'une autre. Tant que ça finit par faire une boucle pour regagner le véhicule ou l'hébergement, mais on se le permet. Et ça, c'est toute la beauté des territoires nordiques où il y a moins de développement de sentiers, moins de développement de présence touristique, d'une certaine manière. Donc, il y a un côté montagne à ce voyage-là. Il y a un côté aussi plage, disons-le comme ça, un côté mer. Donc, entre autres, ici, là, j'oublie le nom. Je l'avais, en tout bref. Oui, c'est Nusfjord, donc c'est la plage de Nous. En tout cas, c'est vraiment un superbe endroit, assez sauvage, assez reclus, parce que pour s'y rendre, à moins d'avoir un bateau, justement, il faut faire une bonne marche. Donc, cette plage-là n'est pas à proximité d'un village ou d'une communauté. Donc, ça fait en sorte qu'il y a cet esprit-là complètement sauvage. Et ça, c'est un gros highlight du voyage, là, de passer le cap de montagne, finalement, aboutir sur cette plage-là, complètement entouré par les sommets vertigineux ou verticaux qui sont autour de nous. On va souhaiter évidemment de la belle météo, mais ça, c'est un bon moment. Cette photo-là me rappelle, je dis tout le temps ça, mais me rappelle qu'il y a aussi des moments de détente, des moments où on ne fait rien. Parce que c'est ça aussi, hein, voyager, c'est de s'imprégner du territoire, c'est de laisser aller, c'est se décontracter, déconnecter. Fait que quand on a des journées de soleil comme ça, où il n'y a à peu près pas de nuages, ben, profitons-en. Et oui, merci au Gulf Stream pour nous permettre d'avoir des températures clémentes, même vers la fin de l'été. Donc, tout un volet moins vertigineux, pas vertigineux, moins vertical, moins escarpé, moins accentué, donc des traits qui sont aussi plus nuancés par rapport au relief. Et donc, tout un volet de rando qui sont comme ça. Donc, c'est vraiment un mélange des deux pour justement balancer par rapport à quand même l'intensité qu'on va retrouver sur les sommets escarpés que je vous ai présentés plus tôt. Je m'en viens vers un peu l'hébergement, ou je m'en viens vers certaines cabanes, des fois, qui servent d'escale pendant la journée, parce que la formule, hein, c'est ça. Donc, on a la formule bateau que Julie va parler tout à l'heure, mais on a la formule hébergement en dur, c'est-à-dire qu'avec un toit. Là. Donc, il n'y a pas de camping dans ce voyage-là. On va faire un amalgame de type d'hébergement et on va en tout temps, ou presque, en mode day hike, donc en randonnée journalière. Donc, on part juste avec un sac à dos de jour et puis des fois, on fait des déplacements en voiture, des fois presque pas, tout dépendamment là, du lieu, camp de base duquel on va partir. Mais dans certains cas, et puis je pense que je vais y arriver là, de mémoire, on a des petits refuges escales pour le midi. Parce que ça, évidemment, on a fait une sélection de photos très marketing hein, pour vous montrer le beau paysage et le beau climat des îles Lofoten, mais ça arrive que des fois, on a du brouillard au milieu du corps puis qu'on ne voit pas grand-chose de loin. Donc, quand c'est comme ça, on profite des petits hébergements, hein? Pas des hébergements, mais des petits refuges comme ça qui nous donnent une pause où l'on s'entasse. C'est une photo évidemment pré-COVID. Peut-être que ce sera encore possible d'être comme ça cet été, on se le souhaite. Et là, on amène le lunch parce qu'on est vraiment, nous les guides, on amène tout le lunch. C'est partagé avec les participants, puis on partage le dîner, le lunch du midi. Comme ça, tout le monde ensemble avec un certain regard. Donc, on voit là-dedans qu'il y a des gens joyeux, il y en a qui sont un petit peu plus dans le doute. Ça devait être une journée de pluie. Bref, sinon, vers l'hébergement, c'est ça. Donc, en Norvège, le coût de la vie, après l'Ouest canadien, c'est peut-être le plus cher dans le monde. Donc, considérant cela, d'être en hôtel, ce serait tout un autre budget. Déjà qu'il est
quand même considérable. Donc, on a dû miser sur un phénomène qu'on a là-bas, c'est-à-dire le fait que les pêcheurs qui sont en période de pêche pendant l'hiver proposent ou transforment leur cabane finalement en hébergement pendant l'été. Donc, on dit que c'est une économie à deux types d'économie. Oui, la pêche traditionnelle en saison et le tourisme estival. Et bien donc, on a accès comme ça à deux types de cabanes ou d'hébergements qu'on appelle les rorbus ou les houses. Donc, c'est à peu près la même chose. On peut référer à des chalets, littéralement, des chalets de la CEPAC, si vous voulez avoir une idée, là, dans le sens que c'est basic, clean et très sympathique, étant donné les lieux, parce que souvent, ces cabanes de pêcheurs-là, on s'entend, sont sur le bord de la mer. Ils sont dans des lieux vraiment originaux ou vraiment intéressants en termes de perspective. Donc, j'ai mis ici quelques exemples de ces houses ou rorbus. Et à partir de là, ben, ça devient notre hébergement, ça devient notre lieu commun où là, on va partager les repas, partager la vie commune, partager nos soirées, finalement. Donc, la nourriture, elle est entièrement gérée par nos guides de destination. Donc, on fait les ravitaillements, les épiceries. On s'attend à ce que les gens participent de manière volontaire aux tâches communes, que ce soit couper des carottes, plucher des patates ou fileter un saumon. Ou tout simplement refroidir les bières, mais ça reste que c'est un voyage participatif. Tu sais. Donc, peut-être si vous avez déjà voyagé, je ne sais pas moi, au Pérou, au Népal, au Kilimanjaro, tu sais, où on a toutes les équipes, ben là, l'équipe, c'est nous. Donc, voilà, donc c'est la vie commune, c'est la vie justement en refuge. Je pense que le terme refuge, dans certains cas, peut être bien adéquat. Et donc, c'est cette vie chaleureuse-là, dans ce type d'hébergement-là, où on contrôle tous les variables. T'sais. Donc, on a la conduite, la décision des itinéraires de marche, l'exécution des menus, puis la vie commune dans le refuge, finalement. Donc, cet aspect-là, je trouve qu'il est une plus-value, une particularité à ce voyage en Norvège. Et donc, il faut s'attendre à partager les lieux, à avoir une certaine discipline, s'organiser ensemble. Et je trouve qu'à la fin, ça fait juste comme un plus beau team building, si on peut dire. Donc, dans les hébergements, on a souvent une petite déco rétro, on ne se le cachera pas. Donc, on a un ensemble de cabines ou de chambres pour dormir. Donc, ça peut être je vais essayer de parler avec des termes français, là. Une répartition, oui, des lits aléatoires. Donc, des fois, c'est un petit bunk bed comme ça. Des fois, il y a un lit d'appoint à côté. Des fois, c'est une chambre double avec un lit double. Donc, ça va varier comme ça. On est vraiment en mode chalet. Okay? De toute façon, dans la version bateau, vous allez voir, c'est déjà intrinsèque au voyage de partager les lieux comme ça. Donc, ça, je l'aimais bien, ce moment de détente. J'imagine que ça, c'était pas le guide, là, mais bon, bref, c'est quand même sympathique, chaleureux, ancien. Fait que, voilà. On a une nuitée en refuge, on n'est pas sur le bord de la mer, donc on est à Fredvank. Donc, Fredvankduta, donc qui est c'est un col qui est en montagne. On s'y rend à pied et on fait donc un overnight en refuge. Donc, on est vraiment en montagne dans ce cas-là. Donc, ça va nous changer un peu la perspective maritime là, des houses et des rorbus. Donc, ici, on parle vraiment d'un refuge qui est vraiment dans un endroit génial situé dans. En tout cas, ça, c'est un petit highlight du voyage, mais on va avoir un petit peu plus d'autonomie dans ce cas-là où on aura un petit portage. Et là, ça, c'est la photo pour me faire penser à la transition vers Julie. L'aspect maritime et peut-être olfactif du voyage. Donc, voilà, Julie, je te lance la balle. Oui, c'est bel et bien la portion bateau. Merci, je suis ravie de savoir que le poisson qui sèche te fait penser à la transition. Il y a du vent chez moi et ça fait sauter Internet. En fait, ça fait sauter l'électricité, donc Internet. Donc, si je disparais, c'est pas ma volonté. Je vous partage mon écran.
Et je vous parle un petit peu de la logistique et notamment de la logistique bateau. Donc, je vous présente une des stars de ce voyage, c'est ce bateau-là, un magnifique bateau en alu de 44 pieds, ça fait 13 mètres 50 pour ceux qui connaissent, mais on ne parle pas du bateau sans parler de son équipage. Donc ici, nous avons Paul et Maud. Paul, c'est le skipper. Lui, il reste au bateau et Maud, ça va être elle qui va guider la portion quand on est au bateau, toutes les randonnées en fait depuis le bateau. Euh, c'est un peu spécial la logistique de ce voyage-là, donc je vais vous en parler. Donc, magnifique bateau, il est très confortable. Euh, Ça, c'est pour vous montrer un petit peu l'extérieur. Et voici l'intérieur. Donc, un carré où on mange bien, où il fait bon vivre. Il y a en fait le chauffage dans le bateau. Donc, quelle que soit la météo extérieure, il fera toujours 20 degrés dans le bateau. Et bon, ben là encore, c'est apprécié un coup de main pour la vaisselle, pour participer à la préparation des repas. L'eau est chaude, donc il y a des douches, il y a une douche, on peut se doucher, la vaisselle, même la vaisselle est à l'eau chaude, c'est plutôt confortable. Il y a un endroit pour faire sécher les affaires de randonnée si jamais on revient et qu'il a plu. Euh, donc voilà, on est bien. Ce sont des vraies couchettes. Là au fond, on voit la couchette. Donc bien sûr des vrais matelas, mais aussi carrément toute la literie est fournie. C'est très confortable. On fournit même les sacs de couchage qui sont nécessaires pour aller dormir au refuge dont parlait FX. Il n'y a pas besoin de les avoir tout le long du séjour dans les sacs. C'est juste fourni pour cette tenue-là. On a juste à prendre un petit drap d'auberge à glisser dedans pour l'hygiène. Donc voilà pour le bateau, très confortable donc. Sur ce bateau, il y a 3 cabines qu'on peut utiliser. Donc en fonction de la composition du groupe, on va avoir entre 5 et 6 voyageurs qui peuvent être sur le bateau en même temps. Hop, là, on voit la salle de bain, bon, un autre exemple de cabine. Je vous reviens là-dessus après. Donc, 5 à 6 personnes. Ça fait que nos groupes, on les arrête entre 10 et 12 voyageurs. Il y a la moitié du groupe qui fait l'itinéraire dans un sens et l'autre moitié qui fait l'itinéraire dans l'autre sens. Donc, il y a une partie du groupe, 5 ou 6 voyageurs, qui vont commencer par la partie dormir en bateau et qui vont ensuite faire la deuxième semaine à terre. Et l'autre moitié qui commence à terre, ça c'était une partie qui est guidée par un guide caravanier qu'on va envoyer de là. On ne sait pas encore qui c'est parce qu'il faut qu'on se batte pour aller le guider et on ne sait pas si ça va être le plus fort ou le plus malin qui va y aller. Donc, c'est pas encore décidé qui ça va être. Et donc, à mi-chemin, une fois qu'on se rejoint, tout le groupe, et puis on échange ce qui était à terre. Embarque sur le bateau, ce qui était sur le bateau embarque à terre. Si jamais nos groupes on n'a que 5 ou 6 voyageurs au total, dans ces cas-là, on va directement en fait tout faire en bateau et le bateau va aller dans les villages où on avait prévu de dormir dans les cabanes de pêcheurs. Finalement, on va dormir dans le bateau au port de ces villages-là, mais l'itinéraire en lui-même ne change pas, c'est juste la logistique qui change un petit peu et puis ça sera Maud qui guidera dans ce cas-là les 2 semaines. Donc voilà un petit peu pour la logistique. Ici, on voit un aperçu de ce qu'on a prévu, une partie du circuit. Vous remarquerez qu'en fait, vraiment la beauté du voyage et pourquoi on a choisi, alors que tout est plus compliqué à organiser, pas sur place, mais à organiser, tout est plus compliqué quand on a un bateau dans la game, puis ça coûte un petit peu plus cher, c'est parce qu'on peut atteindre des endroits inaccessibles par la route. Donc, toute la semaine en bateau, les randonnées qu'on fait, vous ne pourriez pas les faire s'il n'y avait pas ce fameux bateau. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'embarquer en bateau, d'autant plus que Maud et Paul sont très sympathiques et que c'est un plaisir de découvrir la Norvège avec eux. Ils y sont depuis un petit moment déjà. Donc voilà pour la logistique. On a 2 départs. Pour l'instant, on a du monde inscrit sur le départ du 19 août. Et avant d'accepter les inscriptions pour le départ du 3 septembre, on voudrait que le 19 août soit complet. Donc, comme je vous disais, il y a très peu de place sur le bateau, donc très peu de place au total dans nos départs. Donc, surtout, ne tardez pas trop. Nous, on a besoin de tout organiser de notre côté. On veut vraiment savoir le plus tôt possible. Et je pense qu'on avait des questions. Et j'ai parlé un peu vite parce que j'avais peur qu'Internet saute. Mais J'ai répondu aux questions. Il y a Nicolas qui nous pose
question plus large, à savoir un peu notre background de trekking, scrambling et tout, peut-être notre expérience. Bref, je ne sais pas si tu as dit, mais Caravanier, ça fait 24 ans que ça roule. Hein. On est allé partout dans le monde. Je ne sais pas si c'était une perspective plus commune ou individuelle, mais on est vraiment allé partout dans le monde. Puis la Norvège, c'est nouveau et on explore toujours des nouveaux horizons parce que nous, ça nous anime fondamentalement. Donc, voilà. Mais par contre, personnellement, j'ai pu faire la Norvège, marcher en Norvège. Puis c'est une expertise hein, humblement, que j'apporte à l'équipe, qui, elle, en plus, a ramené l'idée d'un bateau. Donc, c'est vraiment un échange de bons procédés. Mais nous, c'est sûr que nos guides, y compris l'équipe sur place là-bas, on a tout ce qui touche aux formations, tout ce qui touche à vraiment les premiers soins, etc., pour encadrer des gens dans un contexte de rando, voire même dans un contexte de région éloignée, isolée. Donc, pour ça, nous, je pense qu'au Québec, on est dans les plus hauts standards de l'industrie, puis nos collaborateurs, on s'assure que ce soit la même chose. Et en Europe, on est sur des certifications même plus strictes par rapport à ça, donc encadreur moyenne montagne dans le cas de ce voyage-ci. Puis j'en profite pour préciser que Maud et Paul sur place, eux, ils guident en Norvège et je pense même au Spitsberg, en tout cas les terres polaires, depuis 2016. Le bateau, ils l'ont tout retapé en 2021, donc il est tout neuf. Et il y a de la place pour laisser les affaires. Il y a une super bibliothèque polaire pour le prendre cool dans le bateau si jamais ça ne vous tente pas d'aller marcher un jour. Donc, c'est très agréable. Il y a même des prises électriques pour chaque couchette. On a une question qui nous demande si ça serait possible d'avoir le dénivelé exact de chacune des randonnées. Je ne suis même pas sûre qu'on ait l'information parce qu'il y a certaines randonnées qui vont vraiment se faire selon la liberté du moment, surtout pour la partie où on est en voilier et puis on y va. Les dénivelés ne sont pas énormes. Généralement, c'est du 600 mètres, allez, entre 400 et 800 mètres, mais ça peut être assez vertical, comme expliqué FX dans la première partie. Oui, Munkan ou Stjelfjord. En tout cas, bref, je ne prononce sûrement pas bien. C'est peut-être les treks les plus engageants, puis on parle peut-être d'un 800, à peu près 800 mètres. Donc, si on projette ça dans d'autres endroits du monde, c'est pas si mal. Mais oui, c'est vrai que le dénivelé ou l'angle de terrain est plus soutenu. Mais bon, on prend le temps qu'il faut. T'sais. Donc, si on pose la question, quelle forme physique il faut avoir. D'abord, il faut avoir l'esprit d'aventure, là, parce que c'est surtout ça, surtout qu'il y a l'aspect maritime là-dedans avec le bateau. Il faut avoir l'esprit de partage, etc. Donc après ça, la forme physique, c'est sûr, il faut être actif. Mais c'est ça. Moi, je me dis dans ce type de voyage-là, il faut juste être quelqu'un qui a le goût de bouger, qui a le goût de découvrir le pays en marchant. Puis je vous dis, là, en partant de 2 semaines, peut-être les 2 premières journées, ça va être un petit peu plus éreintant, mais après ça, tu vas t'y faire. Moi, c'est souvent en voyage que je m'entraîne. Donc, je me prépare. Oui, je me prépare en restant actif globalement, mais je pense qu'en étant 100% ouvert d'esprit dans ta tête, c'est surtout la bonne préparation à avoir. Je peux, Oui, vas-y, complète. ouais. C'était juste pour compléter, la météo peut être assez variable, donc il faut être prêt à tout, puis il faut aimer la randonnée, il faut aimer, on s'entend que c'est vraiment un voyage de randonnée fait pour des randonneurs, mais il n'y a pas besoin d'être marathonien, comme disait FX. La viande rouge, pas de problème si on ne mange pas de viande rouge, on vous le demande à l'inscription, donc vous mettez les particularités à l'inscription. Euh, Rouge, là, pour être honnête, là, c'est très rare au menu parce que, ça coûte très cher et puis c'est vraiment pas la spécialité du coin. Donc, je vous dirais, si quelqu'un dit, moi, je ne mange pas de poisson, ah ben là, on va peut-être vous référer ailleurs. Mais cet aspect-là de viande rouge, non. On est plutôt, ce qui est typique dans les pays nordiques, c'est plutôt tout ce qui est charcuterie. Donc, là, il y a peut-être la viande rouge, mais beaucoup, tout ce qui est déclinaison de poissons, quand même pas mal de fruits et de légumes frais, étant donné tout ce qui est l'agriculture en serre en Norvège. Mais donc, on réussit à faire un bon menu varié, mais non, il n'y aura pas des ribeyes triple A. Là.
si ça vous dit quelque chose. J'arrive, il y a plein de questions, c'est le fun. Oui, donc, on pense le faire à chaque année. Oui, donc En tout c'est... cas, Oh, oh, peut-être, ça dépend de peut-être où pas. est le bateau. Si Maud et Paul ont le vent qui souffle vers ailleurs, mais 2023, il sera là. Donc, André, si ça marche pas cette année, on peut se reprendre l'année prochaine. 2023, il sera là. Complètement. Puis, tu sais, peut-être si je peux départager, je vais juste finir avec une petite touche, encore un petit peu d'image, puis répondre aux questions que je vois. Parce que, tu sais, on décide de se concentrer sur les Lofoten. C'est un choix. En fait, nous, Caravaniers, on pense comme ça. Tu sais, on veut vous faire découvrir un endroit qui, on pense, par extrapolation, sera une très belle exploration d'une culture ou d'un pays. Tu sais, parce que c'est éparpillé un peu partout, ça peut justement donner l'effet inverse. Donc, ça, c'est très important. Et je m'en allais où avec ça, moi? Oui, oui, c'est ça, parce qu'il y a des questions de gens qui se disent, bah, ben, je peux faire le sud, est-ce que je peux aller dans les villes aussi? Ben, justement, je vais vous en parler 2 minutes. Là, Julie, je suis perdu, là. Je sais pas de ça Oui, part. en fait, dans les questions, est-ce que Caravanier offre un forfait rando qui fait et le sud de la Norvège et les îles Lofoten? Non, on se concentre vraiment sur les Lofoten cette année. Et c'est 17 jours au total. Et puis, on avait une question sur est-ce qu'il y a de la caillasse sous nos pieds, des petites roches qui roulent, sans parler de la verticalité. C'est sûr, donc c'est sûr. Donc, on est sur un territoire très variable. Vous avez vu la photo avec les chaînettes là, pour se tenir. Là. Donc, tu as un sentier assez dégagé, puis après, c'est plein de pierres. Là. Tu peux avoir aussi un terrain qui c'est juste gazon, un terrain où le relief est cassé. Donc, c'est pas toujours du beau sentier bien défini. Là. Ça, c'est clair, clair, clair. Il faut être habitué. Là, je dirais même, on est des fois en mode vraiment arrière-pays, le backcountry, là, où on se lance, puis à peu près pas de sentier déterminé. En même temps, c'est toute la liberté que ça permet d'avoir. Pour moi, je trouve que c'est un petit plus dans cet esprit-là. Et j'essaie juste de partager mes dernières photos, Julie, mais je suis... Ah, ah oui, j'ai pas arrêté le partage, je viens de comprendre. Oui, c'est ça. Oui, Euh, parfois, ça prend du temps. Pas de souci. En fait, c'est pour vous dire que ceux qui pensent faire le sud, parce que c'est sûr qu'il y a des belles choses à faire dans le sud. C'est, donc, il y a l'immense massif. Là, bref, il y a plein d'endroits qui sont géniaux dans le sud, qui sont géniaux. Il y a souvent des destinations un peu plus Instagram, là, comme vous avez peut-être vu sur des réseaux sociaux ou sur des photos là, très esthétiques. Donc, tout ça, moi, je pense que notre plus-value en termes d'encadrement, de guidage, etc., est peut-être euh, moins présente, moins forte. Et donc là, on peut peut-être vous proposer des itinéraires, proposer des idées de prolongation. Et pour moi, ça, je pense que c'est une formule qui est belle hybride. Donc, on se concentre à découvrir les Lofoten, puis après ça, peut-être voir faire une semaine de plus dans le sud, terminer à Bergen, par exemple, une très belle ville. Donc, ou même Oslo, là. Donc, ce sont des prolongations que je vous suggérais de faire par vous-même, là, tu sais, genre, louez-vous une voiture, on vous propose des highlights, puis c'est simple de s'organiser dans ce pays-là, qui est très bien structuré, très bien, très, très moderne. Tu sais. Julie, je parle, puis je suis incapable de faire d'autres choses en même temps. Oui, Donc, alors je vais répondre aux questions pendant que tu partages ton écran. oui, Pour la section bateau, doit-on s'attendre à de la houle? Pas vraiment, parce que on est relativement quasiment tout le temps protégé. On va dormir au mouillage ou au port, donc c'est très stable, on est dans des baies. Donc pas, c'est vraiment pas une destination propice au mal de mer. Ça peut toujours arriver un petit peu au début, là, mais c'est pas très fort. Si Ingrid a une amie en Suède, elle peut nous rejoindre. Nos groupes, ça va être francophone, donc ça va être guidé en français. Si à partir de là, c'est bon pour elle, ben, tant mieux. Il faut savoir que sur les tarifs qui sont affichés sur le site internet, que je ne connais pas par cœur, le billet d'avion n'est pas compris. On le compte dans les 17 jours de voyage, ça comprend le temps de vol, mais pas dans le prix. Donc, il faut le rajouter. Donc elle peut juste nous rejoindre sur place. On donnera le rendez-vous ou quand, à quelle heure, pour qu'elle y arrive au bon moment. Et oui, André, on se revoit a priori aux mêmes dates, on espère, parce que comme ça, on voit les aurores boréales. On va oui, essayer, mais ça dépend aussi des disponibilités du voilier. voilà. Et puis, pour donner sur une petite touche un peu plus balnéaire, Oui. ben, c'est possible en Norvège, vraiment, à cause de la température et du courant.
justement de se faire des moments, et là, des moments de baignade. Donc, ceci ne sont pas des photos achetées ou prises dans un autre contexte. Donc, ce sont des photos que j'ai faites avec une autre agence dans le passé. Et on se baignait, puis on n'était pas là, c'était pas un concours de virilité. C'était une eau qui était correcte. On s'entend que c'est pas les tropiques, mais c'est quand même bien. Et donc, il y a ce côté-là, mer, qui est sympa. Et il y a ce côté-là aussi détente. Donc, c'est ce que je voulais dire par tout ça. Et Julie parlait tout à l'heure des aurores boréales. Évidemment, vous remarquerez peut-être la neige sur les rorbus qu'on voit ici. Ce n'est pas une photo qui a été prise tout à fait à la fin de l'été ou au début septembre, mais c'est juste pour vous dire que c'est un phénomène qui commence à être possible, puisque les nuitées au début septembre vont déjà être autour de 9 heures le soir. Okay, donc, ça commence à s'obscurcir rapidement, et puis on a une totale obscurité peut-être à 10 heures, 10h30. Donc, c'est possible si on veille jusque-là. Mais évidemment, ce phénomène-là est juste en fonction de l'activité solaire. Donc, on n'a aucun contrôle là-dessus. Une Voilà. question de Daniel qui demandait si c'était possible de skier, parce qu'il y avait effectivement une photo avec des skis. Dans ce voyage-là, non, parce qu'il n'y aura pas de neige, on n'en veut pas. Par contre, on est en train de préparer une surprise pour cet hiver. Voilà, restez connectés, je n'en dirai pas plus. Euh, les billets d'avion, de mémoire, c'est pas loin de 2000 $ pour aller en Norvège, pour aller jusqu'à Bodo. On veut vraiment aller jusqu'à Bodo. Et retour depuis Bodo. Claire demandait si le transport en bateau est constitué de longues durées entre les ports ou plutôt des courtes distances. On n'a jamais plus que quoi, 2-3 heures maximum, je pense, de navigation, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, FX, si tu as d'autres souvenirs là-dessus. Non, parce que la navigation, c'est pas trop mon domaine, mais Enfin, mais ça fait c'est du sens. Ça fait du sens dans les échanges qu'on a eus avec eux. Tout à fait. Ça fait près. C'est pas un c'est- voyage de voile. On n'est pas sur le Vendée Globe. c'est ça, c'est vraiment de la randonnée, puis quelques petites traversées c'est ça, de compter 2-3 heures en plus. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Non, la forme physique, mais comme j'ai dit, actif. Ça Être va. actif, c'est ce qu'il faut. Puis je termine peut-être en disant, ben, c'est ça, les prolongations pour continuer mon idée. Tu sais, Oui, pardon. Bergen et Oslo. Bergen et Oslo, c'est plus Bergen, je vous dirais coup de cœur littéralement. Donc, de prolonger là. On a décidé, nous, de manière éditoriale, de ne pas y aller parce qu'on veut se concentrer sur l'archipel, puis parce qu'on pense que notre plus-value n'est pas tant dans les villes, mais plus sur le territoire ou sur la mer. Donc, si on peut vous organiser, coordonner les vols en fonction d'une éventuelle prolongation, on vous encourage fortement à le faire. On va donner des idées de voyage. Mais Bergen, c'est vraiment une ambiance ultra sympathique. La ville se découvre qu'à pied. On voit tout le côté marchand, histoire, etc., avec ces super bâtiments dont j'ai essayé d'exprimer par cette photo. Donc, c'est vraiment un point de vue intéressant. Puis Oslo, c'est sûr, c'est la capitale, c'est le côté moderne de la Norvège. Donc, l'opéra d'Oslo aussi, c'était pour exprimer ce côté-là ultra moderne de la Scandinavie. Fait que c'est ça qui est aussi fascinant à voir. Puis en parallèle avec Oslo, si on va se balader dans les environs, là, je ne pense pas avoir de photos, mais il y a toute l'ancienne Norvège, le côté plus traditionnel avec ses vieilles églises de bois. Donc, ça, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il y a plusieurs petits itinéraires qu'on peut faire à partir d'Oslo à la journée. Donc, plein de possibilités d'extension. On peut en parler, on peut vous aider pour construire ça. Voilà.